Un invité, on ne peut plus ponctuel. Tout le monde est en train de me demander en commentaire si tu as fait la fac au Cameroun. Ils sont surpris de voir la tête d'un Bamileke interne à l'Université catholique de Louvain. Et je leur réponds oui. Et chacun dit que je te demande ton parcours, pardon, et j'envoie. Dès Quand que je je les dis ai dit que, que j'étais au chômage, est-ce qu'ils sont contents? justement, dès que je leur ai dit qu'il a fini la fac, qu'il allait recommencer, chacun dit que non, ça va. Ok. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Médical. Notre rendez-vous, comme vous le savez, ce n'est plus tous les mardis, comme il y a 2 ans. C'est tous les 4e mardis cette fois. Et un instant. Cette fois-ci, nous avons décidé le thème de la chirurgie. Quand on dit chirurgie, tout le monde voit toujours comment on va ouvrir le ventre. Donc, ils se demandent qu'est-ce qu'on va venir dire ici, alors que c'est une histoire d'ouverture de ventre. Mais bon, c'est surtout la sensibilisation. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que notre interne en chirurgie est là ce soir. Je vous présente notre invité, c'est le docteur Chouassi Ambe Igor Patrick, interne en chirurgie générale à l'Université catholique de Louvain, autant pour moi, du côté de la Belgique. Donc, comme j'ai dit, nous allons parler soit de l'occlusion intestinale. Pour ceux qui sont nouveaux dans le direct, on a un canevas conçu généralement. Je passe la parole à l'invité. Il nous fait une présentation pendant 20 à 25 minutes. Après sa présentation, je reprends la parole pour faire un résumé, question de mettre à jour nos différents retardataires. Et donc, après le résumé, nous prenons au fur et à mesure vos questions qui ont été précédemment posées en commentaire et essayons d'apporter des réponses. Donc, le docteur Chouassi Ambe, c'est l'élite camerounaise, tout le monde est surpris qu'un Camerounais de Bana se retrouve à l'internat de chirurgie du côté de la Belgique. C'est juste parce qu'il est beaucoup trop brillant. Il a fait ses études au Cameroun. Je ne vais même pas donner son parcours. Il ne va pas sa part. Après, il va vous donner son parcours. Mais son parcours se résume en quelques mots qu'il va bien vouloir vous donner. Alors, donc, je te donne la parole, tu te présentes. Si tu peux dire un mot sur ton parcours, peut-être 1, 2 conseils, et après commencer la présentation, parce que beaucoup ont admiré le fait que tu sois en spécialisation de l'autre côté. Donc, tu as la parole, tu te présentes, et voilà, tu vas nous en dire un peu plus sur ce thème. Merci beaucoup de me passer la parole. D'abord, bonsoir, mon cher docteur Puna Yves Vaderi. C'est un honneur pour moi et un plaisir aussi de participer pour la première fois à une édition du Mardi Médical. Donc, pour me présenter brièvement, comme tu as dit, je suis Chouassi Ambe Igor Patrick, un médecin diplômé de la faculté de médecine de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Je suis actuellement interne en chirurgie générale. Il s'agit de ma première année d'internat après avoir réussi le concours de chirurgie générale. Et donc, actuellement, je suis ici dans un hôpital de la Belgique, en particulier de la ville de Mons, pour ceux qui connaîtront. Donc, voilà ce qu'il en est de mon parcours. J'ai fait 2 années de médecine au Cameroun à la faculté médicale de l'ISTM, justement, où nous nous sommes rencontrés. Et puis, j'ai pris la décision de poursuivre mes études à l'étranger en recommençant le parcours de médecine en Belgique, dans l'objectif déjà dès le départ de la spécialisation qui était celle de la chirurgie, en particulier digestive, qui m'intéresse. Et pour l'instant, je fais mon tronc commun de chirurgie générale. Est-ce que nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet qui nous amène ici ce soir? Évidemment. Alors, comme c'est si bien dit dans le titre de cette émission de ce soir, on discutera du syndrome occlusif, de l'occlusion intestinale aiguë chez l'adulte en général, et on fera un petit point particulier pour l'enfant. Donc, tout d'abord, l'occlusion intestinale aiguë se définit comme étant un arrêt complet ou bien partiel du transit intestinal, de l'acheminement des substances alimentaires ou bien des substances digestives de la bouche vers l'anus,
Et pour la suite de cette émission, pour rendre les choses intelligibles pour tous et assez simples, j'essaierai de parler terre à terre avec une comparaison assez simple qui est celle du tuyau d'arrosage connecté à un robinet avec une extrémité qui laisse passer l'eau pour que tout le monde visualise un peu comment fonctionne le tube digestif de son passage, de son entrée à la bouche, qui sera représenté par la partie du tuyau connecté au robinet à sa sortie au niveau de l'anus qui sera représentée par le bout du tuyau d'arrosage. J'essaierai parfois d'être assez évasif, ne pas trop rentrer dans des détails qui perdraient certains, mais je serai tout à fait disponible pour répondre aux questions que chacun et chacune se posera à la fin de l'émission. Donc, pour calquer la définition à la comparaison que je viens de faire avec le tuyau d'arrosage, l'occlusion intestinale aiguë sera dans le moment où, par une circonstance particulière dont on discutera, le passage de l'eau le long du tuyau d'arrosage entre le robinet et l'extrémité sera interrompu. Bon, il y a différentes catégories de causes qui peuvent entraîner cette interruption de passage. Mais avant d'entrer dans les causes, je vais essayer de suivre avec vous le cheminement que suivrait n'importe quel médecin en face d'un patient qui présenterait cette pathologie d'occlusion intestinale aiguë. Donc, on commence toujours par une anamnèse détaillée où on recueille les plaintes du patient qui présente comme symptômes. Ensuite, le médecin procède à un examen clinique où il va examiner le patient avec ses mains, avec les instruments qu'il a à sa disposition, histoire de préciser son diagnostic, d'évoquer des hypothèses diagnostiques avant et de s'orienter déjà vers des causes aux problèmes en place. Ensuite, il y a l'étape d'examen paraclinique ou complémentaire qui accompagne l'examen clinique du médecin, en principe, principalement la prise de sang et l'examen d'imagerie qui correspond tout à fait à la spécialité du Dr Pouna ici présent. Et enfin, on parlera donc des causes de l'occlusion intestinale aiguë et des différentes prises en charge possibles en fonction des causes qu'on évoquera. Donc, tout d'abord, sur le plan de la symptomatologie. Donc, pour résumer brièvement les choses, on a un moyen mnémotechnique que l'on utilise en médecine qui correspond à celui du carré de Mondor. Donc, un patient qui a une occlusion intestinale aiguë présentera en général 4 grands symptômes. Tout d'abord, l'arrêt de matière et de gaz, c'est-à-dire que le patient ne va plus à selle. Toutefois, le patient peut quand même aller à la selle et parfois c'est trompeur, mais surtout, et c'est ce qui est le plus précoce, c'est l'arrêt de gaz. Il faut parler trivialement, le patient ne pète plus. Donc ça c'est le premier signe d'alerte, le patient ne pète plus. Deuxième signe d'alerte qui fait que le patient se présente en général devant le médecin et en général aux urgences, parce que c'est une urgence médicale, l'occlusion intestinale aiguë, c'est que le patient vomit. Le patient vomit tout d'abord ses aliments qu'il a consommés et puis il peut avoir des vomissements biliaires, c'est-à-dire il vomit de la bile, il vomit verdâtre et finalement il vomit fécaloïde, c'est-à-dire qu'il vomit des selles, il vomit quelque chose qui a vraiment l'apparence, l'odeur des selles, ce qui est fortement désagréable. Troisième élément du carré de Mondor, c'est que le patient est extrêmement ballonné. Le ventre est de plus en plus gonflé parce qu'il n'arrive pas à évacuer le contenu du tube digestif. C'est ce qu'on appelle le météorisme en médecine. Et quatrième élément de notre carré, ce sont les douleurs abdominales. Le patient a extrêmement mal à cause de la distension des intestins à l'intérieur de son ventre. Et donc, pour revenir à notre tuyau d'arrosage, je vais essayer de vous expliquer les différents symptômes. Donc, on se rappelle bien l'eau qui s'écoule dans le tuyau du robinet jusqu'à l'autre extrémité pour arroser les plantes. Donc, s'il y a une interruption du passage de l'eau, à un moment donné, donc, on aura en amont de l'interruption, c'est-à-dire avant l'obstacle, le tuyau qui gonfle de plus en plus. Donc, on doit imaginer ce tuyau-là à l'intérieur d'un ventre. Donc, ce tuyau qui gonfle de plus en plus va prendre de plus en plus d'espace dans le ventre et va causer donc les douleurs.
Puisqu'il y a l'obstacle et que l'eau ne s'écoule plus en aval de l'obstacle, c'est-à-dire après l'obstacle, il n'y aura donc pas d'eau à l'autre extrémité, ce qui correspond de façon terre à terre à l'arrêt de gaz et de matière. Il n'y a plus de sel, il n'y a plus de paix. Et aussi, il n'y a plus de passage de l'eau vers l'extrémité pour arroser les plantes, inévitablement, il y a un effet de trop-plein qui se produit et non un effet de reflux de l'eau vers le robinet, vers l'arrivée d'eau, qui fait que le patient vomit. Le patient vomit parce que c'est trop plein, les substances n'arrivent plus à s'écouler, et donc tout ressort par la bouche. Voilà les symptômes, la symptomatologie expliquée toujours avec notre comparaison avec le tuyau d'arrosage. Ensuite, après avoir écouté le patient, le médecin va procéder à son examen clinique. Il va examiner le patient pour essayer de détecter, de décrypter ce qui se passe et rechercher déjà des causes aux problèmes en place. Tout d'abord, le médecin va se concentrer sur la partie du corps pour laquelle le patient se plaint le plus, son ventre. Le patient a mal au ventre, il va commencer par ausculter le ventre du patient avec son stéthoscope. Il va donc écouter si à l'intérieur du ventre du patient, il perçoit encore les bruits du péristaltisme. C'est le nom compliqué qui correspond simplement au fonctionnement des intestins. Les intestins qui fonctionnent normalement font un certain bruit que les médecins reconnaissent. Et donc, dans le cas d'une occlusion intestinale, il y a d'autres bruits qui apparaissent. Donc, tout d'abord, ce sont des bruits de lutte, d'accélération du transit, quand on est encore au tout début de la pathologie. Et puis, par ce qu'on appelle des bruits métalliques, ce sont des bruits vraiment de grincement de plaques de métal l'une contre l'autre. Et dans la phase finale de la pathologie, on va dire ça, il y a une absence de péristaltisme, c'est-à-dire qu'on n'écoute plus aucun bruit dans le ventre lorsqu'on essaye d'écouter le ventre avec un stéthoscope. Ensuite, le médecin va percuter le ventre du patient. Donc, avec ses doigts, il pose sa main sur le ventre et il percute. Donc, dans le langage médical, il va écouter ce qu'on appelle un hypertympanisme. On rejoint à nouveau la comparaison avec le tuyau d'arrosage. Le tuyau est plein, il n'arrive pas à se vider. Dans le ventre, dans les intestins, il n'y a pas que de l'eau, il y a de l'air aussi. Donc, si à un moment les intestins n'arrivent pas à se vider, il y a cette accumulation d'eau et d'air qui se produit. Donc, lorsqu'on va tapoter sur le ventre avec ses doigts, on écoute le trop plein d'air dans le ventre, ce qu'on appelle un hypertympanisme. Ça aussi est reconnaissable par un médecin. Ensuite, le médecin va palper le ventre, puisque c'est la partie qui fait mal, pour essayer de détecter si une partie du ventre en particulier fait plus mal que l'autre, ce qui peut orienter vers une hypothèse diagnostique, ou bien s'il y a des douleurs dans tout le ventre, ce qui peut orienter vers un signe de gravité de la maladie. Et puis, le médecin va poser des questions subsidiaires qui vont l'aider pour son diagnostic, dont l'apparition, quand sont apparues les douleurs, comment est-ce qu'elles ont évolué, est-ce qu'il y a déjà dans l'histoire du patient des épisodes semblables, est-ce que le patient a déjà été opéré, et puis je vous rappellerai plus tard en quoi est-ce que cette question est d'une importance centrale. L'âge du patient aussi a toute son importance puisque ça correspond à une cause assez régulière d'occlusion intestinale qui est bêtement le fécalome au niveau rectal. Donc le médecin regroupe toutes ces informations pour affiner son hypothèse diagnostique. Autre chose, de façon fondamentale, le médecin va prendre les paramètres du patient, c'est-à-dire sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, sa saturation en oxygène et sa température. Ceci pour mettre en évidence, pour exclure ou bien pour exclure des signes de gravité. Si un patient présente ces symptômes-là, il y a de la fièvre, on est en face d'un signe de gravité. Si un patient qui présente ces symptômes a ce qu'on appelle une hypotension artérielle, c'est-à-dire une tension artérielle qui est trop basse, avec un rythme cardiaque qui est accéléré, on est de nouveau en face de signes de gravité.
Et si en plus à l'examen clinique du médecin, il constate qu'au niveau du ventre, il y a ce qu'on appelle une défense, c'est-à-dire que lorsqu'il appuie sur le ventre du patient se contracte totalement. On est à nouveau en face d'un signe de gravité et si cette contracture du ventre, des muscles du ventre est généralisée et notre qu'on appelle un ventre de bois, on est de nouveau face à un des signes de gravité les plus extrêmes. Donc, après avoir fait cette anamnèse de cet examen clinique, le médecin, normalement, a déjà une idée très claire du problème du patient qui est l'occlusion intestinale. Il sait déjà aussi s'orienter de façon plus ou moins fine vers une cause de cette occlusion intestinale. J'ai oublié de dire que, par exemple, il peut compléter son examen clinique, en particulier chez la personne âgée qui pourra avoir un fécalome avec un touche rectal, pour justement voir s'il y a une présence anormale de sel et de consistance anormale au niveau du rectum du patient, qui n'arrive pourtant pas à aller à sel. Donc, après ces étapes-là, le médecin va procéder à son bilan complémentaire. Donc, il va prescrire des examens supplémentaires pour mieux cadrer la situation, rechercher à nouveau des signes de gravité et mieux affiner cette thérapeutique qui posera par la suite. Donc, le premier examen qu'on réalise en général, c'est une prise de sang qui va nous permettre d'analyser des paramètres au niveau sanguin qui sont propres au domaine médical. Je reste évasif pour ces paramètres-là, mais je peux répondre bien sûr aux questions qui se poseront par la suite. Après la prise de sang, on peut prescrire un examen d'imagerie médicale pour essayer de voir, sans l'ouvrir, c'est la particularité de l'imagerie médicale, ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Non, l'examen de référence dans cette situation-ci est ce qu'on appelle un scanner abdominal avec injection de produits de contraste. Mais si ce scanner n'est pas disponible, ce qui est très souvent le cas lorsqu'on se place en contexte camerounais ou bien africain en général, il peut réaliser une échographie, qui est aussi ce qu'on préfère chez les enfants pour éviter de les irradier, c'est-à-dire envoyer des rayons radioactifs, ce qui est le cas dans un scanner. Donc, une échographie abdominale réalisée par un spécialiste radiologue comme Dr Puna, ou encore une radiographie sans préparation de l'abdomen, ce qu'on appelle encore un abdomen blanc, qui est l'examen qu'on préfère le moins dans ces situations-ci, parce qu'il est beaucoup moins précis et donne moins d'informations sur la gravité de la situation qu'un scanner. Mais pour certaines causes de l'occlusion intestinale, il suffit clairement de poser le diagnostic. Par exemple, si on a fait un fécalome, on peut poser le diagnostic avec un abdomen blanc. Si on a fait un volvulus de l'intestin ou bien du côlon, on peut poser le diagnostic aisément avec un abdomen blanc. Donc, une fois le diagnostic posé via l'anamnèse, l'examen clinique et le bilan complémentaire, le médecin va procéder à la prise en charge de la pathologie, de l'occlusion intestinale aiguë. Donc, pour mieux parler de la prise en charge, à ce moment-ci, on peut donc évoquer les différentes causes de l'occlusion intestinale. Donc, on va essayer de catégoriser les causes de l'occlusion intestinale en deux grandes catégories principales. Donc, il y a les causes qui sont dites organiques ou bien mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a un véritable obstacle, une véritable circonstance qui fait obstacle à un endroit précis du tube digestif, de notre tuyau d'arrosage qu'on utilise depuis le début, et qui cause l'occlusion intestinale, qui cause l'arrêt de passage des matières, ou bien les causes fonctionnelles, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'obstacle en tant que tel, mais des circonstances font que le tube digestif ne fonctionne plus et n'assume plus son rôle de passage des substances de la bouche à l'anus. Donc, le thème le plus simple correspond aux causes fonctionnelles.
Donc, elles correspondent en fait à la paralysie de l'intestin, c'est-à-dire que si on reprend notre comparaison avec le tuyau d'arrosage n'arrive plus à assurer sa fonction d'acheminer de l'eau du robinet jusqu'à son extrémité parce qu'il est paralysé. Donc, d'une façon ou d'une autre, l'intestin, pour son fonctionnement, se contracte de façon progressive pour laisser passer les aliments. Et donc, d'une façon ou d'une autre, il ne se contracte plus, il est paralysé, il ne bouge plus, et donc tout s'accumule à l'intérieur. Donc, quelles sont les circonstances, par exemple, qui peuvent paralyser l'intestin? De façon générale, ce qui correspond en fait à la pratique de chaque jour en situation post-opératoire, c'est-à-dire lorsqu'on opère un patient, en particulier au niveau du ventre, quelques jours plus tard, pendant quelques jours, le tube digestif a du mal à reprendre son travail habituel et donc il est paralysé, il ne fonctionne plus normalement. Il y a des mesures de surveillance qui sont mises en place à ce moment-là. Autre cause, le polytraumatisme. Quelqu'un qui vit un accident grave, qui a reçu un choc au niveau du ventre, peut subir ce qu'on appelle une occlusion intestinale fonctionnelle. D'autres causes, une infection à l'intérieur du ventre peut causer une occlusion intestinale par ce mécanisme de paralysie. Quelqu'un qui a une appendicite, qui a une péritonite, d'autres causes, une cholécystite, peut avoir une paralysie de son intestin qui fait qu'il ne fonctionne plus. Et donc, il y a cette accumulation qui se fait et cette occlusion intestinale qui survient. Donc, toutes ces causes-là, toutes ces causes fonctionnelles rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle un iléus intestinal, ce qui signifie de façon tout à fait littérale paralysie de l'intestin. L'autre grande catégorie de causes, ce sont les causes mécaniques, les causes organiques ou bien mécaniques, c'est-à-dire qu'il y a un véritable obstacle qui empêche le passage des substances dans l'intestin grêle. Donc, il y a deux sous-catégories. Il y a les causes tout d'abord par strangulation et il y a les causes par obstruction. Donc, la strangulation signifie que sur le long du passage de notre tuyau d'arrosage, quelque chose va faire que le tuyau se noue. Ou bien, il y a un élément à l'extérieur du tuyau qui va faire qu'il y a, sur le long du trajet du tuyau, il y aura une nouure. Donc, ou encore, lorsqu'on a fait une cause mécanique par obstruction, cela signifie que si on reprend à nouveau notre tuyau d'arrosage, le long du trajet du tuyau, un objet écrasera le tuyau, par exemple, et empêchera le passage de l'eau. Donc, on va reprendre les deux sous-catégories. Donc, le mécanisme par strangulation survient dans deux cas précis. Donc, tout d'abord, lorsqu'on a fait à une hernie ou encore une éventration, il s'agit d'une faiblesse de la paroi abdominale à travers laquelle un bout d'intestin peut aller s'insinuer et être étranglé. Donc, ce qu'on appelle une hernie étranglée, parfois une hernie inguinale étranglée, une hernie ombilicale étranglée. Et donc, le fait que l'intestin soit parti se coincer dans un trou, dans un orifice au niveau de la paroi abdominale, fait qu'il est étranglé à cet endroit-là. Et donc, fait que les aliments n'arrivent plus à circuler normalement, ils s'accumulent donc en amont de l'endroit où il y a eu la strangulation. Autre mécanisme de strangulation, c'est lorsque survient le phénomène de bride. Donc, une bride, c'est, pour vous expliquer simplement, une sorte de corde, une corde de tissu qui va se former dans le ventre. Et la première cause de formation de cette corde de tissu-là est l'opération chirurgicale. Donc, tous les patients, toutes les personnes qui ont été opérées, qui ont bénéficié d'une chirurgie au niveau abdominal, intra-abdominal, peuvent développer des brides. C'est un phénomène tout à fait normal qui rentre dans le cadre de la cicatrisation post-opératoire. Donc, cette bandelette de tissu se forme à l'intérieur du ventre et non pas inadvertance, pas malheur.
les intestins peuvent être coincés, peuvent être étranglés par cette bride qui se forme, qui va donc causer l'occlusion intestinale. Ensuite, pour la sous-catégorie des occlusions intestinales mécaniques par obstruction, où il y a un véritable obstacle qui se passe, on va les subdiviser à nouveau en trois sous-catégories, trois sous-catégories, en fonction de là où se trouve l'obstacle. Donc, si on reprend notre tuyau d'arrosage, l'obstacle peut se trouver en dehors du tuyau d'arrosage, dans le tuyau d'arrosage ou bien dans la paroi même du tuyau d'arrosage. En dehors du tuyau d'arrosage, trivialement, si on met une pierre sur le tuyau, rien ne passe. Donc, il peut avoir le même mécanisme dans le corps humain. Donc, s'il y a une masse à l'intérieur du ventre, cette masse-là peut comprimer les intestins. Si l'obstacle est à l'intérieur même du tuyau d'arrosage, donc par exemple, par inadvertance à nouveau, un caillou parvient à s'insérer dans le tuyau et donc il chemine progressivement et arrive à un niveau où il ne peut plus cheminer et non, il bloque le passage de tout ce qui se trouve avant lui et cause donc l'occlusion intestinale. Dans le cas d'un humain, cela peut survenir, par exemple, si on a fait un fécalome chez la personne âgée, comme je vous disais. Donc, la personne âgée a une tendance à la constipation qui peut faire que, par le biais de cette constipation-là, les selles s'accumulent de plus en plus, deviennent de plus en plus dures et donc restent bloquées au niveau de ce qu'on appelle l'ampoule rectale et empêchent le passage de tout ce qui se trouve en amont. Et donc, le fécalome peut causer une occlusion intestinale. De plus, un autre exemple, pour rejoindre le contexte africain, quelqu'un qui a une accumulation de parasites à l'intérieur de son ventre, je pense en particulier aux vers qu'on appelle les ascaris, peut souffrir d'une occlusion intestinale parce que ces vers-là s'accumulent de plus en plus, se reproduisent à l'intérieur des intestins, au départ d'une infection primaire, et donc finissent par causer une occlusion intestinale qui révèle leur présence. Un autre mécanisme d'occlusion intestinale mécanique par composante intraparitale, intraluminale, c'est comme ça qu'on nomme ça, c'est le fait qu'il y ait une tumeur, une masse à l'intérieur de l'intestin, en général au niveau du gros intestin. Il peut y avoir ce qu'on appelle une tumeur du gros intestin ou un adénocarcinome qui se développe dans la lumière de celui-ci et finit par obstruer la lumière et empêcher le passage de matière et cause une occlusion intestinale. Et donc souvent, il arrive que très souvent, on découvre le cancer chez un patient par ce mécanisme-là. Donc, pour revenir à ce qu'on se disait au début, à l'anamnèse, le médecin peut déjà essayer de détecter de cette cause-là en demandant par exemple si dans les semaines, dans les mois précédant cet épisode qui emmène le patient aux urgences, il a déjà constaté une altération, une modification dans son transit. C'est-à-dire, est-ce que il avait un transit intestinal tout à fait normal, il a de la selle une fois par jour, avec des selles qui étaient de consistance normale, et puis récemment, il y a une constipation qui est arrivée, ou encore des diarrhées qui arrivent de façon totalement incertaine, imprévue, même s'il ne mange rien d'anormal, ou encore est-ce que souvent il arrive qu'il y ait du sang dans ces selles. Donc, ça, c'est un élément qui peut alerter. On pense en général de façon triviale aux hémorroïdes, mais les hémorroïdes ne sont pas les seules causes de présence de sang frais et rouge dans les selles. Et puis, la dernière sous-catégorie des obstructions, des occlusions intestinales mécaniques ou bien organiques, ce sont les occlusions intestinales qui prennent le siège dans la paroi même du tuyau d'arrosage. Si on reprend le tout début, et donc il peut y avoir ce qu'on appelle sur le passage de l'intestin une sténose.
euh, un rétrécissement de sa lumière qui peut être expliqué par différents facteurs. Donc, par exemple, un patient qui a bénéficié d'une radiothérapie pour toute autre cause dans le passé a développé une sténose sur le passage au niveau de son intestin, ou autrement encore au niveau du côlon, un patient qui a présenté de nombreuses crises de diverticulite, qui est une toute autre pathologie, peut avoir aussi à un niveau de son côlon un rétrécissement, qui est ce qu'on appelle une sténose. Et donc, si on reprend notre image de Cho, bon, si le Cho à un endroit donné devient de plus en plus fin, malgré que le débit en amont reste le même, il est inévitable que l'occlusion survienne par accumulation, par effet de trop-plein. Donc là, ce sont de façon assez survolée, assez superficielle, les différentes causes qui peuvent expliquer l'occlusion intestinale aiguë chez l'adulte. Et puis la petite particularité chez l'enfant, c'est ce qu'on appelle l'invagination intestinale, qui est une entité pathologique un peu à part et qui se présente de façon à crise. Donc, l'enfant, en général, ça survient chez des enfants. C'est très rare que ça survienne chez un adulte. Et si ça survient chez un adulte, il faut chercher d'autres pathologies sous-jacentes. Donc, chez un enfant, si on reprend le tuyau d'arrosage à nouveau, donc, ce qui va se produire, c'est que le tuyau va se replier sur lui-même, va s'enfouir sur lui-même. C'est très difficile de se faire cette image mentale-là. Et non, par crise, le tuyau d'arrosage va, par épisode totalement décousu, le tuyau va se replier sur lui-même, va s'enfouir sur lui-même et causer une occlusion intestinale. Et donc, chez un enfant, on aura un enfant qui, de façon tout à fait anormale, présente par crise des épisodes de douleur abdominale vive, alors que entre ces épisodes-là, il est tout à fait normal, il n'a aucun problème. Donc, pendant ces épisodes-là, en plus, il aura nos autres éléments du carré de Mondor. Il va vomir, tout d'abord alimentaire, puis biliaire, éventuellement fécaloïde. Il aura cette distension au niveau du ventre, et il aura cet arrêt de gaz et de matière. Et puis, autre élément particulier, c'est cet enfant qui présente une invagination intestinale présentera aussi souvent du sang dans les selles. Donc, on a une image qu'on utilise pour décrire ces selles-là, c'est du sang couleur groseille, de la groseille dans les selles. Mais c'est juste en fait du sang mélangé, du sang frais mélangé avec les selles, qui donne cet aspect assez particulier. Le message ici, bien sûr, est que les vomissements chez un jeune enfant reste un signe d'alerte à ne pas minimiser. Bon, surtout si survient de façon assez répétitive, de façon dont il y a des épisodes décousus qui semblent n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Il vaut toujours la peine d'aller consulter un médecin et non pas de garder l'enfant chez soi en essayant de s'imaginer ce qu'il a comme problème. Bon. Passer la présentation des différentes causes des occlusions intestinales aiguës, à la fois chez l'adulte avec ce petit passage-là chez l'enfant. On peut discuter donc de la prise en charge. Je vais rester une fois de plus assez superficielle parce qu'il s'agit d'une prise en charge assez spécialisée qui obéit à certaines règles et qui sera assez difficile à expliquer aussi, assez long à expliquer. Donc, la première étape, lorsqu'on a fait un diagnostic d'occlusion intestinale aiguë, c'est de détecter les signes de gravité qui est énoncé tout le long de cet exposé-ci. La prise en charge est déterminée par la présence ou l'absence de ces signes de gravité-là. Donc, lorsqu'il n'y a pas de signes de gravité, et lorsque le diagnostic est assez simple, lorsque c'est une occlusion intestinale subride, ce qui correspond quand même à la majorité des occlusions intestinales, en tout cas dans le contexte belge, la prise en charge repose sur
Je reprends la comparaison avec le tuyau, la décompression de l'intérieur du tuyau par la mise en place de ce qu'on appelle une sonde nasogastrique. Donc, cette sonde nasogastrique aura pour intérêt de vidanger l'intérieur du tuyau qui a été accumulé. Donc, en quelque sorte, on va déconnecter le tuyau du robinet qui est toujours ouvert et non qui correspond au fait de garder le patient à jeun. On ne mange plus. On arrête l'ingestion de liquide et de solide. On ne mange plus, mais on reconnecte l'entrée du tuyau à un autre endroit, à un sac qui va permettre d'évacuer son contenu, de vider le trop-plein. Ça, c'est la première chose. Donc, mise à jeun, on ne mange plus, on ne boit plus. Mise en place d'une sonde nasogastrique pour vider le contenu de l'intestin. Et puis, le deuxième intérêt de la mise en place de cette sonde-là, c'est de prévenir les fausses déglutitions sur les vomissements, en particulier chez les personnes âgées. Lorsqu'elles vomissent beaucoup, elles sont plus sujettes à réaliser une fausse déglutition, une fausse route, donc ce qui correspond au fait d'inhaler et non pas d'avaler ce qui est présent dans la bouche. Donc, des vomissements se trouve le contenu du tube digestif, se trouvera dans l'appareil respiratoire, dans les poumons. Non, par ce biais-là, par exemple, le patient peut être noyé dans ses vomissements en quelque sorte. Donc, mise à jeun sans nasogastrique, puisque le patient a mal, on soigne la douleur, on ne néglige pas, on donne des antalgiques. Et puis, puisque le ventre est de plus en plus gonflé, il y a une distension abdominale avec possiblement formation de ce qu'on appelle un troisième secteur. Je ne m'étends pas. On va mettre en place des mesures d'hydratation du patient, d'autant plus qu'il ne mange plus et qu'il ne boit plus. Et ces mesures d'hydratation intraveineuse vont aussi permettre de corriger les différents troubles ioniques qui peuvent être la conséquence de cette occlusion intestinale par le fait des vomissements et par le fait de la formation d'un troisième secteur, ainsi que par le fait de la déshydratation conséquente au vomissement. Et puis, la prise en charge suivante est tout à fait propre à la cause